Bonjour, bonjour. Pour commencer l'année en détente, j'avais envie de vous faire un petit sujet qui n'a l'air de rien, mais qui est en fait très important. En plus, je me rends compte que la vidéo sort pendant la période des soldes et vous allez voir que c'est parfait. Figurez-vous qu'à Noël, pendant que j'étais tranquillement chez mes parents en attendant de partager le repas de Noël, je suis tombé sur un format court sur Instagram qui m'a un peu fait bondir. Bon, à dire vrai, il m'a carrément fait tomber de ma chaise, vraiment, ça m'a tendu. Il s'agit d'un extrait d'une intervention de Benoît Helbrun, professeur de marketing sur France Culture. Et dans cette intervention, il affirme deux choses. Au Moyen-Âge, un individu rencontrait dans toute sa vie à peu près 200 objets. Aujourd'hui, on en croise 20 000 par jour et on estime que chacun d'entre nous a à peu près 10 000 possessions. Quand justement, autour de Louis XIV, on a inventé l'idée de mode, c'est la première gazette de mode, le Mercure Galant. Et là, voyez-vous, on a deux exemples très frappants d'une perception de l'histoire complètement flinguée, mais qu'on voit très souvent, trop souvent, à la télé ou sur Internet. Donc aujourd'hui, petit débunkage de ces deux questions. Un individu du Moyen-Âge ne voyait-il que 200 objets dans toute sa vie, et les effets de mode ont-ils seulement commencé avec Louis XIV? En tout cas, l'idée de mode. Bon, je me suis longtemps demandé par quel bout j'allais prendre ce sujet, parce que pour moi, ça me semble aussi absurde que je sais pas si je vous disais qu'aujourd'hui dans sa vie, un individu ne mangera que des pommes. Voilà, c'est vrai que c'est rigolo à dire, mais ça n'a absolument aucun sens. Et déjà, il y a des questions à se poser. Quel Moyen-Âge? Et où ça? Le Moyen-Âge européen n'est pas le même que le Moyen-Âge japonais, par exemple. Et donc du coup, est-ce qu'on parle d'une époque avec des dates ou d'une définition culturelle? En fait, le Moyen-Âge, c'est très vaste. L'idée du Moyen-Âge, en tout cas, c'est hyper vaste. Bon, sans aller sur ce terrain, considérons que c'est le Moyen-Âge, tel qu'on l'entend le plus souvent en Europe, c'est-à-dire celui qui va de 476 à 1492, soit 1016 ans. Bon, vous pensez bien qu'en 1016 ans, la réalité a pas mal changé, à peu près à tous les niveaux, mais là encore, on va prendre l'exercice en essayant de simplifier le truc au maximum, disons. Bon, du coup, on va se rendre au plus facile, parce qu'un paysan médiéval, quelle que soit la partie du Moyen-Âge où il est né, eh bien ce paysan ne voyait que 200 objets dans toute sa vie. Vous allez voir, on va faire le compte ensemble. Alors, un paysan du Moyen-Âge, ses vêtements de base, c'est à peu près, disons, 8 objets. Des chaussures, des chausses, des braies, une chemise, une tunique, une broche pour la fermer, une ceinture et un couvre-chef. On y ajoutera bien sûr les vêtements utilisés pour le froid, peut-être une tunique plus chaude, des chausses plus chaudes, un couvre-chef plus chaud et des gants. Et tout de suite, nous voici à 12 objets. Voilà, tout simplement. Vous vous doutez bien qu'il ne pourra pas porter ça toute sa vie, donc il va devoir en changer régulièrement. Si on corrige l'espérance de vie médiévale en enlevant la mortalité infantile, on sera aux alentours de 50 ans de moyenne pour les classes non aisées. Donc, disons qu'il a sa taille définitive à 20 ans, notre paysan, et qu'il change tous les 10 ans. Ça fait donc déjà 36 objets. Et vraiment là, je fais tous les efforts possibles pour compter au plus bas. Il faut y ajouter ses vêtements d'enfant, d'adolescent, de bébé, bon, allez, disons qu'on arrive à 50. Donc rien qu'en vêtements, on est déjà à un quart de l'estimation de l'intervenant de France Culture. Et franchement, je vais vous dire un truc par rapport à ce qu'on sait, c'est une estimation qui est très basse. Plus que basse même, faut être plus que pour. Voilà, mais admettons. Après, il faut ajouter de la vaisselle pour manger, gobelet, assiette, bol, couteau, cuillère. Mais ses outils de travail également, de quoi équiper et entretenir des animaux s'il travaille la terre ou qu'il est éleveur. Il faut également rajouter son mobilier, lit, table, chaise, éléments de rangement, des couvertures pour dormir, un seau pour l'eau. Rien que là, même en étant au minimum du minimum, le cap des 200 objets pour toute une vie, il est absolument pas tenable. Absolument pas. Alors éventuellement, pour les plus pauvres et les plus isolés sur une seule journée, d'accord, pourquoi pas. D'ailleurs, je parle d'isolé, on n'oublierait pas un peu quelque chose dans cette histoire? La vie médiévale, c'est une vie essentiellement communautaire. Ça veut dire que vous vivez forcément dans des communautés plus ou moins grandes, à l'échelle d'un village ou d'une ville par exemple. Donc notre paysan, il sera forcément confronté aux objets et vêtements de ses voisins, aux forgerons du village, chez qui il ira faire réparer un truc, au marché, à la taverne, au moulin et à toutes les spécialités que vous pouvez trouver dans un village. Sans parler des hommes et des soldats du seigneur qui viennent prélever l'impôt, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Les rapports avec l'église, évidemment. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Les 200 objets, c'est du délire. En fait, dans sa vie, un individu à l'époque médiévale sera confronté à des dizaines de milliers d'objets. Et là, on parle d'un individu de basse extraction. Imaginez un noble qui a énormément de moyens, c'est bien plus encore. Comme Denver, le dernier dinosaure. En fait, si vous vous asseyez 2 minutes et que vous y réfléchissez, même vous, en ayant assez peu de connaissances, vous pouvez vous rendre compte
que ça n'a pas de sens. Bon, puis très franchement, projeter ce genre de chiffres, c'est un peu absurde. Je connais aucun spécialiste de l'histoire matérielle qui s'y risquerait, parce que ça n'a pas vraiment de sens, en fait, je le disais juste avant. Bien évidemment, un individu à l'époque médiévale est confronté à moins d'objets variés qu'un individu de notre époque marqué par la surconsommation. Bon, ça veut absolument pas dire qu'il vivait avec 2 chiffons et 3 bouts de bois dans une cabane en cailloux. Bien sûr, il y a une grande disparité entre les classes les plus pauvres et les classes les plus riches, exactement comme aujourd'hui d'ailleurs, mais cela n'empêche pas d'avoir des sociétés qui connaissent déjà les achats réguliers, les achats de plaisir et la confrontation à de très nombreux objets. Et du plus utile au plus inutile, du plus accessible au moins accessible, un individu de l'époque médiévale voit une grande variété de biens dans son existence. Et je rappelle que dans l'Antiquité et dans la préhistoire aussi d'ailleurs, le commerce sur de grandes distances existe déjà, donc un individu peut également être confronté à des objets qui viennent du pays d'à côté, voire d'un autre continent selon les époques. Et ça, en avoir conscience, ça a un grand impact sur notre perception des périodes anciennes, mais j'y reviendrai après avoir parlé du deuxième point, la mode. Est-ce que la mode est apparue à l'époque de Louis XIV et que la culture de consommation date également de cette époque? Là encore, pour des gens un peu sérieux en histoire matérielle, l'affirmation a de quoi faire s'étouffer. Parce qu'il suffit d'ouvrir à peu près n'importe quel bouquin d'histoire pour y voir la trace des effets de mode à peu près tout le temps, à toutes les périodes, voilà. J'en avais parlé dans la vidéo sur Varna, le plus ancien trésor de l'humanité. On constate dès la préhistoire des traces de parures, d'utilisation de matériaux très précis pour des usages très précis et qui coïncident avec certaines périodes ou certaines zones géographiques. Et ça, ce sont des marqueurs de mode. Quand dans l'Antiquité on voit des changements très présents dans les coiffures des matrones romaines qui peuvent changer en quelques années, eh ben c'est de la mode. Quand dans tout le pourtour méditerranéen, la pourpre faite à partir du murex donne lieu à un commerce incroyablement florissant, c'est de la mode également. Quand en Égypte on se met à produire des perles en céramique bleutée pour proposer une alternative moins chère aux perles gauloises en bleu cobalt, c'est aussi un des effets de la mode. Et je pourrais continuer très longtemps comme ça, parce qu'en fait la mode, les effets de mode, les éléments qui font qu'on va se distinguer de la masse, c'est tellement ancien et tellement courant dans les sociétés européennes qu'on a sans doute des millions d'exemples. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Bref, c'est ridicule d'affirmer l'inverse. On a des effets de mode pour les vêtements, les bijoux, la poterie, l'orfèvrerie, les meubles, l'architecture, les mœurs. En fait, on a des effets de mode pour tout, et ce bien avant Louis XIV. Des milliers d'années avant Louis XIV. Mais alors, elle vient d'où cette idée reçue ? Eh bien, malheureusement, souvent des gens qui parlent de l'histoire de la mode. Parce que c'est rarement bon, et chaque fois que j'en vois qui vont au-delà du 18e, voire du 19e siècle, le discours est tout bonnement catastrophique. Parce que souvent, ces gens n'utilisent que des sources faciles d'accès, c'est-à-dire en français, et sur une période pas trop lointaine, pour que ce soit rapide à comprendre de manière approximative. L'exemple de l'intervenant de France Culture est frappant. On a cet ouvrage donné en exemple, le Mercure Galant, qui publie depuis 1672. Et donc l'intervenant nous explique que l'idée de mode est née à ce moment-là, et que notre culture de consommation s'est construite à partir de cette période. Et avant ça, eh ben, il n'y aurait rien. Et si vous regardez un peu les expositions qui se font sur la mode, il n'y a quasiment jamais de choses plus anciennes. La mode commence toujours à la fin du XVIIe siècle, la guerre en dentelle, éventuellement les mousquetaires, ce genre de trucs. Allez, si on force un peu, parfois on a du XVIe siècle avec les cours royales façon François Ier ou Henri IV, mais c'est bien tout. Parce qu'on a ici une confusion terrible entre les premiers ouvrages spécialisés sur la mode et l'idée de la mode, qui sont deux choses radicalement différentes. Oui, ça revient à dire que comme le premier vrai manuel d'escrime de combat date du XIIIe siècle, eh bien avant les gens ne se battaient pas, jamais. Ni dans l'Antiquité, ni dans la préhistoire, ni au début du Moyen-Âge. Jamais. Hein, voilà, les Vikings, les Romains, les Égyptiens, les Gaulois, les Grecs, jamais, ils se sont jamais battus. Voilà, bon, de manière générale, quand les spécialistes de la mode contemporaine essayent de parler des périodes plus anciennes que le 17e, allez, le 16e peut-être, c'est une véritable catastrophe d'idées reçues en cascade, où le bon mot compte plus que le mot juste. Et ça m'énerve beaucoup ce genre de choses, parce que là encore, comme les objets, ça a un impact très concret. Eh ben oui alors, tu râles, mais c'est quoi l'impact? Eh ben déjà, ça tend à laisser croire que les époques anciennes étaient moins évoluées que les nôtres, d'un point de vue humain, et ça, c'est majoritairement faux.
Là, le fait que l'intervenant de France Culture dise des bêtises aussi grandes que lui sans que personne ne dise rien, ça montre bien que d'une certaine manière, la croyance populaire de gens extrêmement pauvres et qui n'ont même pas de notion de mode, eh bien, elle est assez présente dans nos esprits pour les périodes les plus anciennes, c'est-à-dire le Moyen-Âge et l'Antiquité au minimum. Et à force d'idées reçues, eh bien, elle semble logique, ce qui encourage bien entendu à ne pas jeter un œil en arrière pour voir si on ne pourrait pas en tirer des leçons, et que notre avenir ne peut se trouver que dans une fuite en avant permanente. Bon, dans le cas de l'intervention de France Culture, l'idée c'était de montrer que la surconsommation contemporaine et le capitalisme roi sont des changements majeurs de nos sociétés qui ont des conséquences écologiques, sociales et économiques très nettes et souvent très dangereuses. Et ça, c'est parfaitement vrai, il y a suffisamment d'études sur le sujet. En revanche, croire que cela s'appuie sur des phénomènes humains récents, c'est un gros problème parce que cela détourne complètement de la clé du sujet. Si les effets de mode, l'envie d'être à la mode et la surconsommation quand elle est possible ne sont pas aussi récentes et remonteraient à la préhistoire ou à l'Antiquité, alors ça veut dire que le problème aussi n'est pas récent. Et que partant de là, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la mondialisation et de nos contemporains, et qu'il y a probablement d'autres grands processus humains en jeu. Et ça, c'est pas un mystère, puisqu'on sait assez bien en psychologie que les habitudes de ce genre, les habitudes de consommation, ça repose sur un certain nombre de mécanismes bien identifiés, et qu'il est facile de repérer ça et là dans l'histoire, et de très loin, vraiment de très loin. Et j'ai vu un reel récemment d'humoriste qui disait que, de toute façon, aujourd'hui, oui, tout le monde est sur son téléphone, mais si vous aviez donné des smartphones à des mecs au 15e siècle, eh ben ils auraient sans doute fait la même chose, parce que ça repose sur les mêmes procédés et on aurait eu des selfies devant des cathédrales ou je ne sais quel autre truc un peu rigolo. Maintenant, on va sortir un peu du cadre de l'histoire pure et je vais vous donner un peu mon avis, même s'il est basé sur des trucs historiques parce qu'on ne surfait pas. Toute cette question autour de la surconsommation, elle est au cœur de nos actualités depuis des années, même si le phénomène tend à s'amplifier. Et récemment, ce sont les polémiques autour de sites comme Shein ou Temu qui ont largement réveillé les débats, puisque ces sites inondent nos marchés d'objets de très basse qualité, souvent produits dans des conditions absolument désastreuses, mais qui financièrement sont très peu chers et nourrissent un petit peu nos envies de consommation. Alors c'est particulièrement visible pour les vêtements, mais je crois que le nœud du problème aujourd'hui, c'est qu'on est tellement éloigné des réalités de production qu'on en oublie le sens de ce que l'on consomme. Aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser quelqu'un qui vous dit qu'un vêtement est super durable parce qu'il a pu le porter au moins 3 ans. Alors que jusqu'au siècle dernier, en dessous de 10 ans, votre vêtement était considéré comme fragile. Alors évidemment, si vous étiez pété de thunes et dans le haut du gratin du panier de la société, vous vous en foutiez un peu si vous aviez à changer tous les ans parce que voilà. Mais il faut bien se dire qu'aujourd'hui la surconsommation nous donne l'illusion profonde d'avoir des moyens incroyables parce qu'on peut changer de vêtements régulièrement, mais tout ça c'est qu'une illusion en fait, à aucun moment c'est le cas. Nous avons collectivement perdu la notion de ce qu'est un tissu correct, une construction correcte et même une taille correcte. Parce qu'avoir un vêtement à sa taille, c'est pas arbitraire, c'est un truc qui nous permet à la fois de nous sentir mieux dans nos vêtements et à la fois d'avoir une silhouette équilibrée. C'est gagnant-gagnant et souvent assez pratique. Mais pouvoir avoir beaucoup de vêtements, même s'ils sont mal taillés et dans des matières médiocres, si ça nous donne l'illusion de l'aisance financière, c'est parce que le vêtement au fond, c'est un des plus grands marqueurs historiques de cette aisance financière. Et même si aujourd'hui vous vous sentez éloigné de l'histoire avec un grand H, eh bien finalement nous n'en sommes pas si loin avec cette illusion d'abondance. Aujourd'hui, acheter pour jeter est devenu presque normal. Dans la tech, on va parler d'obsolescence programmée, et encore récemment, on m'a dit qu'une télévision qui mourait au bout de 3 à 5 ans, c'était normal. Mais à quel moment on accepte ça comme quelque chose de normal ? Je me questionne énormément là-dessus, et de plus en plus, sur le fait qu'on valorise la livraison en moins de 24 heures plus que n'importe quoi d'autre. Parce que c'est dramatique, à la fois pour nos conditions de vie sur le long terme, mais aussi parce que j'ai l'impression que cela crée plus de problèmes que cela n'en résout. Et vous me direz, oui, mais l'histoire alors dans tout ça ? Eh bien comme toujours, ce que je vous disais juste avant, croire que tout cela est récent laisse à penser que les gens responsables de ça ne peuvent pas savoir ce qu'ils font. Pourtant, c'est plus ancien, et on a des précédents, et pas qu'un peu. Prenez le murex par exemple, le mollusque qui donnait dans l'Antiquité ces fameuses teintes rouges-violacées qu'on appelle la pourpre. Eh bien la surexploitation du murex a complètement mis en danger l'espèce, à tel point que même dans l'histoire, son exploitation a évolué parce que la matière première de certaines teintes n'était tout simplement plus disponible. De la même manière, avec les spectacles d'animaux, on a complètement détruit les populations de lions européens.
Parce que oui, on a eu des lions en Europe. C'est aussi le cas particulier de la ville d'Alexandrie, pourtant légendaire, un des grands centres des arts et des sciences de l'Antiquité. La ville d'Alexandre le Grand a en fait été détruite à cause de la surexploitation des eaux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet d'Alexandrie et de sa fin. Dès l'Antiquité romaine et grecque, certains auteurs alertaient contre la pollution liée aux activités humaines, que ce soit de l'eau ou de l'air, et cette pollution, elle est souvent liée au circuit de production des objets, ou des vêtements, ou des trucs de la vie courante. Bref, tout ça pour vous dire que la surconsommation, qu'elle soit liée à la mode ou non, et qui entraîne des pollutions massives et des questionnements généraux, que ce soit sociologiques ou écologiques, eh ben c'est absolument pas un phénomène nouveau. Et il faut bien le garder à l'esprit, non pas pour croire qu'on ne peut rien y faire, mais bien pour réfléchir aux bonnes solutions et aux bonnes idées pour améliorer la situation. Et pas du tout en disant « avant c'était mieux, avant ils n'avaient pas ce problème », parce que c'est faux. C'est juste que ce problème devient de plus en plus massif. En 2025, je suis tombé par hasard un jour sur des images et des reportages des drames qui se jouent en Afrique, qui croulent sous les déchets textiles occidentaux. On parle de montagnes de vêtements, des centaines et des centaines de tonnes qui asphyxient les terres et les rivières au Ghana, au Kenya et ailleurs, tant il est impossible de tout trier, de tout traiter ou de tout détruire. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ces images, je les ai trouvées absurdes, complètement absurdes. Mais en fait, elles illustrent bien comment nos gestes anodins peuvent avoir un impact réel, même si on ne le voit pas directement. Donc voilà, pour finir cette vidéo et bien commencer l'année, je vous propose une petite réflexion de Talleyrand. Considéré comme un des plus grands hommes politiques et diplomates français de tous les temps, ayant traversé la Révolution française, l'Empire et la Restauration, en réussissant à tirer à chaque fois son épingle du jeu, un peu au service de la France, il avait un certain goût pour la qualité, notamment en cuisine. Et une idée qui revient souvent, c'est de considérer qu'il vaut mieux manger moins, mais manger mieux. Aujourd'hui, j'irai même plus loin. En voyant les expériences du passé, il est une maxime qu'il faudrait tous et toutes garder en tête. Efforçons-nous de consommer moins, mais de consommer mieux. Enfin ça, vous verrez qu'on devrait en reparler dans l'année, notamment du côté des vêtements. Voilà, pour commencer 2026, et comme souvent, j'avais envie de vous proposer cette petite réflexion à l'heure des bonnes résolutions. Et je me mets pas dans un panier différent du vôtre, je suis le premier à avoir trop de vêtements et trop de chaussures, mais après tout, je crois que c'est en partageant ces idées et ces réflexions qu'on progresse tous ensemble, un pas après l'autre. Parce que je crois fermement que l'histoire peut éclairer le présent et qu'il est toujours utile de tirer parti des expériences de nos anciens, alors, eh bien pensons-y. En attendant, je vous souhaite une très bonne année, prenez soin de vous et de vos proches, et prenez le temps de prendre le temps. Si vous voulez m'aider, vous avez les liens dans la description, et comme toujours, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo si elle vous a intéressé. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.